Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute l'Amiga, cet ordinateur au fabuleux graphisme et technologiquement en avance sur le standard IBM PC avec son fameux blitter. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons nous pencher sur une spécificité majeure de la machine de Commodore, sa capacité à rejouer les sons numérisés. Au tout début de l'histoire du jeu vidéo, le son n'était pas vraiment la priorité des développeurs. Du clic des paddles de Tennis for Two au bip vibrant de Space Invaders, le son était même, pour ainsi dire, le parent pauvre de ce médium. Sur le plan matériel, il s'agissait bien souvent d'un assemblage de circuits archaïques destinés à produire du son, allant du ronflement d'un buzzer à quelques grossières digitalisations, en passant par divers sons étranges faisant office de bruitage. À la fin des années 70, les circuits intégrés commencèrent à apparaître, ainsi que de petits jingles dans les jeux d'arcade. Ces motifs clairsemés venaient ponctuer le début de la partie, la victoire ou la défaite du joueur. Cette évolution fut rendue possible par l'utilisation de composants électroniques dédiés à la synthèse sonore soustractive. Les premiers processeurs sonores utilisés dans le jeu vidéo pour générer de la musique produisaient ce qu'on appelait des square waves. Ces signaux rectangulaires possédaient encore peu de définition et peu de flexibilité, ce qui leur valut le surnom de bip bip. La série des AY389XX de General Instrument ou les SN764XX de Texas Instruments furent les modèles les plus répandus. Limités mais peu onéreux, ils équipèrent de nombreuses cartes d'arcade, micros et consoles, contribuant à faire de la musique une partie intégrante de l'expérience vidéoludique. Certaines machines proposèrent des améliorations à ce type de synthèse sonore, comme par exemple le C64 avec son fameux SID ou la partie son du CPU de la Famicom. Ces systèmes introduisirent de nouvelles formes d'ondes, triangulaires ou en dents de scie, et apportèrent même un ersatz de sampling nommé PWM. Le rendu sonore devint ainsi de plus en plus mélodique. Mais en 1985, un ordinateur allait proposer un chip sonore révolutionnaire basé sur une toute nouvelle technologie de reproduction du son, l'Amiga. Le projet démarra en 1982. Jay Miner, génial ingénieur ayant travaillé sur les machines 8 bits d'Atari, participe à la création d'une petite société du nom d'Aitoro. Ses employés travaillèrent en secret sur un projet de console surpuissante doté de coprocesseurs vidéo et sonores novateurs. Mais le crash américain de 1983 transforma le projet de console lorraine en micro-ordinateur du nom d'Amiga. Et ce fut sous la bannière de Commodore que celui-ci arriva sur le marché. À l'instar des autres puces spécialisées de l'Amiga, un prénom féminin fut donné à sa partie sonore, Paola. Contrairement aux autres puces sonores de son époque, celle-ci ne fut pas conçue pour synthétiser du son à partir d'un programme. Sa particularité était plutôt de rejouer des sons réels, principe que l'on appelle couramment numérisation, échantillonnage ou sampling. Malgré une place bien plus importante occupée en termes de mémoire par les samples, ce fut une véritable révolution en 1985. Le sampling, utilisé alors principalement en arcade, ne servait qu'à inclure des voix ou des bruitages spéciaux sur une seule voix. Paola, qui était elle dotée de 4 voix, allait donc permettre de créer de véritables mélodies. Malgré des débuts maladroits, faute d'expérience dans le domaine, les développeurs apprivoisèrent rapidement le potentiel de Paola, notamment grâce à une nouvelle méthode de composition apportée par un programme de création musicale. En 1987, Karsten Obarski créa Ultimate Soundtracker, un logiciel permettant de créer des musiques utilisant des samples. Ceux-ci faisaient office de notes et pouvaient donc être joués à différentes octaves. Tout d'abord peu connu et faiblement distribué, il se répandit comme une traînée de poudre lorsque le code source fut distribué. Les logiciels Noise Tracker ainsi que leurs successeurs apportèrent par la suite des innovations comme la gestion d'effets, tandis que le formatage de partition du nom de module s'imposa comme le standard en vigueur. Il s'agissait du fameux format .mode. Les utilisateurs de cartouches de numérisation en profitèrent pour enrichir la bibliothèque sonore de l'Amiga et permirent ainsi de varier les genres musicaux. Les jeux vidéo employèrent également ce format et ses dérivés pour inclure de superbes mélodies. Toujours grâce à Paola, l'innovation musicale fut incroyablement fertile dans le domaine de la démoscène.
Et on peut aussi la remercier d'avoir grandement contribué à la scène musicale électronique, aux DJ et autres courants hip-hop habitués au maniement des samples. Car si l'Amiga pouvait apparaître comme un sampleur plutôt minimaliste, de nombreux musiciens découvrirent leur vocation grâce à lui. Malgré quelques défauts, comme le manque de mixage sur les canaux, ne permettant pas un son stéréo de qualité, l'Amiga permit une réelle avancée pour la musique numérique et démocratisa une nouvelle méthode de création musicale. Des années plus tard, une console s'inspira de l'Amiga en proposant un chip sonore à 8 voix entièrement conçu pour rejouer des samples, la Super Famicom. L'Apple IIgs, puis l'IBM PC, via sa carte Gravis Ultrasound, employèrent également une technologie similaire. Et le format point mode survécut à la mort de l'Amiga en investissant notamment les PC. Si aujourd'hui, un son réaliste nous apparaît tout à fait naturel dans un jeu vidéo, n'oubliez pas que c'est en partie à l'Amiga qu'on le doit.